Nous allons passer maintenant à l'étude des osides. Ces osides, donc on va parler de leur définition, de leur mode de liaison, de leur classification. Et dans leur classification, on va parler de leurs différents éléments. Enfin bref, on va parler de plein de choses. Et on va commencer maintenant par leur définition. Donc les osides, c'est quoi? C'est tout simplement ces monomères d'ose qui seront liés entre eux. Bien, ces monomères d'ose, ils seront reliés entre eux par une liaison qu'on appelle la liaison osidique ou la liaison glycosidique, c'est la même chose. Et cette liaison, si vous vous rappelez quand on avait parlé des propriétés des oses, cette liaison, elle peut être rompue. On appelle ça une hydrolyse. Donc les osides, ce sont des molécules qui peuvent être hydrolysées, contrairement à un ose tout seul qui ne peut pas être hydrolysé. Ça, il faut bien le retenir. Ainsi donc, on relit ce qu'on vient d'expliquer. Les osides, c'est des molécules qui vont donner par hydrolyse deux ou plusieurs molécules d'ose. Il résulte, ces osides, c'est-à-dire leur structure, elle va résulter de la condensation de deux à plusieurs molécules d'ose. Et ils seront reliés par une liaison qu'on appelle la liaison osidique ou la liaison glycosidique. Et sachez que ces oses peuvent être identiques ou différents. On peut avoir soit les mêmes, soit c'est pas les mêmes. Et retenez ça parce que, enfin, je vais pas vous les nommer maintenant, mais quand on va parler de la classification des oses, vous allez savoir faire la différence. C'est-à-dire c'est une notion qui va revenir dans la classification des oses. Bien. Parlons de la liaison osidique. La liaison osidique, elle va permettre la condensation de deux oses. Elle va intervenir entre deux oses. Et elle va se faire grâce à la condensation du OH anomérique, c'est-à-dire du OH qui sera lié au carbone hémiacétalique du premier ose avec un autre OH. Il peut soit s'agir du premier OH, enfin du OH qui sera lié au carbone hémiacétalique, soit un autre OH de la molécule. Et là, c'est différent. S'il est lié au premier OH ou aux autres, c'est pas pareil. Pourquoi? Alors, est-ce que vous vous rappelez quand on avait parlé de la notion de sucre réducteur? On a dit donc le sucre réducteur, c'est tout simplement cette propriété qui va résulter de... C'est la propriété qui va résulter de l'extrémité réductrice, du pouvoir réducteur de l'extrémité réductrice de l'ose. L'extrémité réductrice de l'ose, c'est l'extrémité qui va contenir le OH anomérique. C'est-à-dire, si on a ce OH anomérique, on pourra avoir cette réaction de Fehling. Et cette réaction de Fehling, c'est quoi? C'est tout simplement quand on va mettre donc, dans un tube à essai la liqueur de Fehling, qui sera essentiellement composée des ions cuivre de plus. Ces ions cuivre de plus vont subir une réduction, c'est-à-dire que l'ose, et plus précisément l'extrémité réductrice de l'ose, qui va porter le pouvoir réducteur, c'est-à-dire l'extrémité qui va porter le OH anomérique, qui va pouvoir réduire ce cuivre en s'oxydant. C'est-à-dire, suite à l'oxydation de cette extrémité réductrice, on aura une réduction du cuivre. Et c'est la notion de sucre, d'où la notion de sucre réducteur. Le sucre peut réduire la liqueur de Fehling et on va obtenir cette couleur caractéristique en rouge brique après chauffage. Bien, donc on peut classifier les sucres en général. Là, on a donné l'exemple des diholosides, c'est-à-dire un disaccharide. Un diholoside ou un disaccharide, c'est exactement la même chose. C'est tout simplement un ose qui va faire intervenir deux molécules d'ose. Et bien là, le sucre, on peut le classifier en réducteur ou non réducteur. Un sucre réducteur, c'est un sucre qui va avoir cette extrémité. Regardez, un sucre réducteur, c'est-à-dire il va avoir cette extrémité OH qui va porter le pouvoir réducteur libre. Elle pourra réagir comme elle veut, elle est libre. Alors que dans le cas d'un sucre non réducteur, eh bien la liaison osidique va faire intervenir ce OH anomérique et là, il n'y aura plus possibilité de réduire la liqueur de Fehling parce que justement ce OH anomérique, porteur du pouvoir réducteur, sera engagé dans la liaison. Ici, on vous explique tout simplement que le pouvoir réducteur d'un ose ou d'un sucre,
il est prouvé par la réaction de Fehling, par la formation de précipités rouges. Et là, on vous explique un peu comment cette réaction va se faire, d'accord? C'est tout simplement le sucre qui va être capable de réduire ou d'être oxydé. Il va réduire ou être oxydé par quoi? Par les oxydants doux, c'est-à-dire le cuivre Cu2+, ou le Fe3+, enfin bref. Donc le carbone du carbonyle, il sera oxydé en acide carboxylique, et le cuivre, il est réduit en cuivre Cu+. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tout simplement, l'ose ou le sucre sera en mesure de réduire ce cuivre. C'est pour ça qu'on a cette notion de sucre réducteur. Et cette propriété, elle sera mise en évidence, ou elle sera la base de la réaction de Fehling. Et cette réaction de Fehling, on peut la caractériser par la formation de précipités rouges après chauffage. Et c'est tout. Donc c'est ça la réaction de Fehling. Et l'extrémité réductrice d'un ose, elle est représentée par l'extrémité qui va contenir un groupement carboxylique libre, c'est-à-dire le OH porté sur le carbone anomère libre. On va encore voir donc des schémas, ça va être plus parlant. Là, on a pris l'exemple d'un diholoside réducteur. Vous voyez déjà que le premier ose qui sera engagé dans la liaison osidique fera toujours intervenir l'hydroxyle relié au carbone hémiacétalique. D'accord? C'est toujours ce OH qui va participer. Ce OH, il peut se lier à n'importe quel OH. S'il se lie à tous les OH, il peut se lier à n'importe quel OH, sauf ce OH anomérique, c'est-à-dire ce OH porteur du pouvoir réducteur, eh bien, il va former un sucre réducteur. Vous voyez, donc là, il y a eu liaison osidique avec très précisément le OH du 4e carbone. C'est juste un exemple, on aurait pu prendre un autre OH, par exemple du 2e, du 3e ou un autre OH de la molécule. Et vous voyez que dans tous les cas, on va laisser ce OH libre. Et bien là, on a obtenu un diholoside réducteur. Pourquoi? Parce que ce OH libre, qui est porteur du pouvoir réducteur de la molécule, pourra réduire un oxydant doux, et donc on a obtenu un diholoside réducteur. Je sais, j'ai trop répété, c'est pour comprendre en fait. Et là, on a un exemple de diholoside non réducteur. C'est quand on a justement le OH anomérique qui va lui, cette fois-ci, participer dans la liaison osidique. Je reprends ça, alors on reprend ça très rapidement. Donc ici, on a un OH hémiacétalique libre qui sera responsable du pouvoir réducteur de la molécule, puisqu'il n'est pas engagé dans la liaison osidique. Et là, le OH sera engagé dans la liaison osidique, il est condensé, et donc le sucre qui va résulter de l'union de ces deux oses ne sera pas réducteur. Concernant la liaison osidique, alors on a deux propriétés à retenir. Ce sont deux propriétés assez simples. D'abord, en milieu alcalin. En milieu alcalin, la liaison osidique est très stable. Mais elle peut être rompue, et même facilement rompue, comment? Par hydrolyse acide, ok, ou enzymatique. Regardez, enzymatique, ça veut dire que dans le corps, on aura finalement des enzymes qui pourront découper cette liaison osidique. Effectivement, c'est essentiel parce que pour qu'un ose entre dans une voie métabolique, il doit s'agir d'un ose simple, c'est-à-dire d'un ose, pas d'un oside. Et donc quand on consomme des osides, eh bien dans le corps, on va les découper suite à des réactions enzymatiques. Des réactions enzymatiques qui vont hydrolyser cette liaison osidique pour permettre d'avoir des oses simples. Encore une petite remarque, la liaison osidique peut être également établie entre l'hydroxyle du premier groupement hémiacétalique, ça c'est clair, le premier ose fait toujours intervenir l'hydroxyle du groupement hémiacétalique, mais cette fois-ci on aura un autre groupement, c'est-à-dire le OH qui sera lié au premier ose va se lier à un autre groupement, lequel, là on a donné un exemple, c'est le NH2 ou le SH d'une autre molécule. Cette autre molécule est très probablement, peut s'agir très probablement d'une autre catégorie de molécules, c'est-à-dire on ne parle plus de sucre. Et dans ce cas,
Alors c'est possible justement d'avoir une liaison osidique, et on va en parler quand on va parler des hétérosides. Parce que sachez qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans ce détail, on va en parler tout à l'heure, quand on va faire la classification, pour ne pas mélanger. Maintenant, je voulais faire une petite remarque. Je vais vous montrer comment nommer les osides, et plus précisément les diholosides ou les disaccharides. C'est la même chose. Alors là, c'est simple, regardez. On va d'abord commencer par nommer les oses séparément. D'accord? Ici, par exemple, ici, nous avons... Alors, on va commencer en ordre. Déjà, vous remarquez que le carbone distal et le OH anomérique sont de direction opposée, c'est-à-dire de part et d'autre de la molécule. On a un qui va vers le haut et l'autre vers le bas. Il s'agit bien d'une anomérie alpha. Ensuite, vous voyez que le carbone distal, il va vers le haut. Là, il s'agit bien d'un ose de la série D. Et en plus de ça, quand on va voir la répartition des OH, leur direction, on va comprendre qu'il s'agit d'un glucose. Bien, et ce glucose, il est sous forme cyclique, et c'est une forme pyrane à 6 côtés. Il s'agit donc bien d'un alpha-D glucopyranose. Suivant le même raisonnement pour cette ose, on peut le nommer, c'est déjà un alpha-D galactose, d'après la répartition de ces OH, et c'est plus précisément un galactopyranose. Très bien. L'oside qui va résulter de la condensation de ces deux oses, on va le nommer comme suit. D'abord, on va commencer par... ici, on va donc préciser de quel anomère il s'agit. Pour choisir l'anomère d'un oside qui va faire intervenir deux oses, on se réfère toujours à la position anomérique du premier ose. Là, on a un alpha, on va mettre un alpha. Ici, on a également un alpha. Mais même si on avait une anomérie bêta, on aurait quand même mis alpha, parce que le premier, c'est un alpha. Ensuite, on va poser les deux noms. C'est-à-dire les deux oses qu'on vient de nommer, on va les poser comme ça. On a ici le D-glucopyranose et ici le D-galactopyranose. Bien. Comme le premier, il va faire toujours intervenir son premier carbone, le OH, lié à son carbone hémiacétalique. On va lui rajouter un YL. Ici, donc, au lieu de mettre D-glucopyranose, on va mettre un D-glucopyranosyle. Et puis, on va mettre entre parenthèses les numéros des carbones qui vont porter les hydroxyles qui vont s'engager dans cette liaison osidique. Pour les aldoses, il s'agira toujours du premier carbone, puisque c'est le premier carbone qui va porter le OH hémiacétalique. Pour les cétoses, ça va être le deuxième carbone. Enfin bref, donc là, comme on a un aldose, on va mettre le 1 et le 4, parce que ici, il va se lier au OH qui est lié au quatrième carbone. Donc, l'oside qui va naître de la condensation de ces deux oses va porter le nom d'alpha-D-glucopyranosyle 1, 4, D-glucopyranose. Tout simplement. Nous allons maintenant passer à la classification des osides. Alors vous allez voir les osides. Là on a fini avec les caractéristiques de la liaison osidique. Oui, on va passer à la classification. Alors là c'est simple, mais concentrez-vous. En fait c'est simple, et c'est tellement simple que des fois on confond certaines notions, donc je vous demande de bien vous concentrer. Les osides, on a dit c'est quoi? C'est tout simplement ces monomères d'oses qui seront reliés. Donc c'est un polymère d'ose. Oside, polymère d'ose. Il peut s'agir d'oses, au minimum deux oses bien sûr. Il peut s'agir uniquement de monomères d'ose qui seront reliés entre eux. Donc tous les composés de la molécule, c'est des oses. On appelle ça des holosides. C'est tous des oses. Des fois, parfois, c'est des oses. On a une partie glucidique dans la molécule et une autre partie non glucidique. C'est un autre composé. Quand on va parler des hétérosides, on va lister tous ces composés qui peuvent se lier aux osides. Et là, vous voyez, donc, on a une famille, donc on a les sucres, et une autre famille de molécules qui n'appartiennent pas à la famille des sucres.
et ça on appelle ça des hétérosides. Bien. Dans les holosides, on peut avoir donc soit des oligosides, soit des polyholosides. Les oligosides, c'est tout simplement des holosides qui vont contenir de 2 à 10 molécules d'ose dans leur structure. De 2 à 10. Si c'est supérieur à 10, on appelle ça des polyholosides. Dans le cours, on va parler donc de tout ça, des hétérosides, des oligosides, des polyholosides. Et quand on va parler des oligosides, déjà, si je devrais compléter cette classification, les oligosides, en général, on va les répartir en réducteurs et non réducteurs. Je suppose que vous avez compris cette notion. Et quand on va parler des oligosides, on va s'intéresser particulièrement aux oligosides qui vont porter dans leur structure 2 molécules d'ose. 2, on appelle ça soit un disaccharide, soit un diholoside. Voilà. Et ensuite, on va parler des polyholosides. Ces polyholosides, donc c'est une longue chaîne osidique, plusieurs oses qui seront reliées entre eux. C'est bon, je pense que vous l'avez compris. Mais elle est tellement longue, on peut avoir, qu'on peut la classifier soit en polyholoside homogène, c'est-à-dire que c'est le même ose qui va se répéter. Le meilleur exemple, c'est le glycogène. Le glycogène, c'est une grande molécule, c'est une longue molécule, très condensée, et elle va faire intervenir uniquement le uniquement le glucose. Donc glucose plus glucose plus glucose, une longue chaîne de glucose. Ça, c'est un polyholoside, d'accord, parce que c'est supérieur à 10, et il est homogène, parce que c'est le même type d'ose qui va se répéter. Parfois, on peut avoir des polyholosides hétérogènes. C'est pas la même molécule qui va se répéter, c'est pas le même ose qui va se répéter, et on va donner des exemples quand on va aborder ce point. Donc si on doit récapituler, on a les osides, c'est tout simplement les polymères d'ose. Il peut s'agir uniquement d'ose dans la structure de ces osides, ou une partie osidique et une partie non osidique. Ce sont les hétérosides. Dans les holosides, c'est-à-dire les osides qui vont faire intervenir uniquement les oses, on peut les répartir en oligosides, c'est-à-dire que dans la structure de l'oside, on a de 2 à 10 monomères, et si c'est supérieur à 10, on va appeler ça des polyholosides. Les oligosides, on peut eux-mêmes les répartir en oligosides réducteurs et non réducteurs, et je vous ai dit que dans ce cours, on va particulièrement s'intéresser aux oligosides qui vont contenir 2 monomères dans leur structure, c'est-à-dire les diholosides ou les disaccharides. Les polyholosides, ces longues chaînes osidiques, elles sont soit homogènes, c'est le même ose, soit hétérogènes, ce sont des oses différents. Mais toujours, on parle ici, dans ces parties, on parle uniquement des oses. Et là, ça va faire intervenir d'autres structures, d'autres molécules qui ne sont pas des oses. Alors là, on va commencer par les oligosides. Donc on a dit comme quoi on allait parler de chaque partie. D'accord, on allait parler des oligosides, des polyholosides et à la fin des hétérosides. Là, on va commencer par les oligosides. Pour les définir, c'est simple, on les a déjà définis. Ils vont résulter de la condensation de 2 à 10 résidus glucidiques reliés entre eux par une liaison osidique. Simple. L'association de 2 oses va donner un diholoside. Si on a 3 oses, on aura un triholoside, etc., etc. Un oligoside, il est dit réducteur lorsqu'il possède un OH anomérique libre. Pourquoi ? Parce que ce OH, comme on l'a dit, est porteur du pouvoir réducteur et il pourra donc réduire. Sinon, s'il est engagé dans une liaison osidique, on va dire que cet oligoside est non réducteur. Et on va s'intéresser particulièrement aux disaccharides ou aux diholosides, c'est la même chose. Les disaccharides, ce sont uniquement 2 monosaccharides qui seront liés par une liaison osidique. Et on a dit que la liaison osidique, elle pouvait se faire soit entre 2 oses, d'accord, soit entre un ose et un autre. Vous vous rappelez, on dit soit entre un ose et un autre. Quand c'est avec et donc elle se fait soit entre 2 oses, soit avec un ose et un autre composé. Quand c'est un autre composé, en général, c'est des hétérosides. C'est-à-dire c'est plus des oses. Quand cette liaison osidique va se faire entre 2 oses, on va parler d'une liaison O-osidique.
parce qu'elle va se faire entre un OH, bien sûr c'est le OH, donc le premier OH, le OH anomérique du premier rose, avec un autre OH d'un autre ose, que ce soit le OH anomérique libre ou un autre OH de la molécule, on s'en fout. L'essentiel c'est que c'est un OH. Et là, c'est pour cette raison qu'on va l'appeler la liaison O-glycosidique ou la liaison O-osidique. Si on avait un autre radical, un autre composé, on en parle surtout dans le cas des hétérosides, par exemple un SH ou un SH ou un NH2, là, on l'appellerait la liaison S-osidique ou N-osidique. N-osidique, c'est assez fréquent, donc vous allez l'entendre. Mais en tout cas, on va parler de ça quand on va aborder les hétérosides. Là, on s'intéresse aux oligosides, et dans les oligosides, c'est donc les liaisons O-osidiques ou O-glycosidiques, c'est la même chose. Elles sont formées lorsqu'une fonction OH d'un sucre réagit avec le carbone anomérique d'un autre sucre. Bien. Bien sûr, on se répète toujours, ces disaccharides vont être subdivisés en disaccharides non réducteurs et en disaccharides réducteurs. Alors dans ce cours, dans cette partie, dans ce qui suit, on va donner des exemples de diholosides. Ces exemples de diholosides, on va donner d'abord leur structure, c'est-à-dire leur structure chimique, c'est-à-dire quelles oses vont intervenir dans leur composition. On va donner leur nomenclature, on va s'intéresser notamment au carbone qui seront porteurs des hydroxyles qui vont intervenir dans cette liaison glycosidique, et on va éventuellement donner des exemples des aliments, des composés dans lesquels on va les retrouver. Ça fait déjà beaucoup de trucs à retenir, c'est vrai, mais je vais vous aider à les apprendre. Là maintenant tout de suite, on va commencer. Regardez, déjà pour leur structure chimique. Sachez que tout ça, tous les composés qu'on a ici, ce sont des diholosides. C'est-à-dire on a deux oses dans la structure, pour plus de précision. L'un des oses, c'est toujours le glucose. C'est bon, vous avez déjà retenu la moitié de la structure. Glucose, c'est la moitié de l'ose. Alors, ce glucose, il peut être relié à un autre glucose. Si il se relie donc à un autre glucose, on a un glucose plus un glucose. Ça, c'est ce qu'on appelle le maltose. Le maltose, c'est un glucose qui sera relié à un autre ose. C'est-à-dire que dans notre disaccharide, on aura le même ose. Même ose, même maltose. Même ose, maltose. Vous voyez, ça se ressemble. Tout simplement. Donc le maltose, après le maltose, on a l'isomaltose. Vous remarquez que le maltose et l'isomaltose, ça se ressemble, d'où ce préfixe iso. Et bien justement, ce qui fait la différence entre l'isomaltose et le maltose, c'est tout simplement les numéros des carbones qui seront engagés dans la liaison. Dans la liaison osidique, bien sûr. C'est-à-dire que même pour l'isomaltose, on aura un glucose qui va intervenir dans la structure moléculaire. Le maltose et l'isomaltose, ils vont se ressembler. L'unique différence, c'est que dans le maltose, le OH, donc bien sûr le OH il sera porté par le carbone numéro 1. Donc dans le premier ose, on a le OH, là, le OH anomérique, qui sera porté par le carbone numéro 1, qui va se lier à un OH qui sera porté donc par le carbone numéro 4. Maltose 1, 4. Isomaltose, c'est également un glucose qui va faire intervenir son OH anomérique porté par le premier carbone, mais cette fois-ci, il va se lier au OH qui sera lié au 6e carbone de l'autre glucose. Glucose, ici aussi glucose, mais là, on a donc le carbone numéro 4 et l'autre le carbone numéro 6. Je vais vous montrer voilà, c'est là leur structure. Là, c'est donc le carbone numéro 1, le carbone numéro 4, ça c'est un maltose. Si je prends donc le carbone numéro 1, le carbone numéro 6, ça c'est l'isomaltose. Ici donc c'est l'isomaltose. Et regardez, le 4 il est supérieur au 6. C'est-à-dire le chiffre 4
chiffre 4 est supérieur au chiffre 6. Et le maltose, le mot maltose, le nombre de lettres, il est inférieur à l'isomaltose. C'est-à-dire que là, on a 6 et le nombre de lettres, il est important. Et là, on a 4, le nombre de lettres, il n'est pas important. C'est bon, on a déjà retenu cette structure. Donc la structure du maltose et de l'isomaltose. J'espère que vous avez bien compris. Ensuite, on a le lactose. Le lactose, encore une fois, je vous ai dit, il va faire intervenir le glucose. D'accord? On a un glucose plus un galactose. Sans surprise, galactose, lactose, galactose. Lactose, galactose, vous pouvez retenir ça. Donc un glucose plus un galactose, ils vont former un lactose. Et enfin, on a le saccharose. Le saccharose, alors je vous demande de l'apprendre par cœur parce que c'est le minimum pour votre culture générale. Le saccharose, c'est le sucre de table. C'est le sucre que vous mangez, là, que vous mettez dans les... Je sais pas, par exemple dans votre lait, dans votre... n'importe où. Et ce sucre de table, il sera formé donc de glucose et de fructose. D'accord? Ça, j'ai pas de moyen mnémotechnique, vous l'apprenez par cœur parce que c'est hyper important. Entre parenthèses, si vous voulez le savoir, le fructose, on peut le retrouver tout seul, d'accord? C'est-à-dire il n'est pas forcément lié au glucose pour former le saccharose. On peut le retrouver sous forme libre, notamment dans les fruits et le miel. Fruits, miel, on retrouve beaucoup de fructose. D'ailleurs, fructose comme fruit. Donc voilà. J'espère que c'était assez clair et que ça a pu vous aider pour les retenir. Maintenant, nous allons passer à leur étude de façon plus concise. Donc le maltose, il va, donc dans sa structure, on a le glucose et le glucose, 2 molécules de glucose. Le maltose, déjà, dans l'alimentation, il va provenir de la digestion des polyosides. Bon, des polyosides ou les polyolosides, c'est ça. C'est ça, les polyosides ou les polyolosides. C'est quand on a une longue chaîne osidique. Et notamment, on parle surtout donc des polyosides, notamment l'amidon et le glycogène. Quand on va parler de leur structure, quand on va parler des polyolosides ou des polyosides, c'est la même chose, vous allez voir qu'à l'intérieur de ces sucres, on va retrouver uniquement des glucoses, du glucose. 2 molécules de glucose au sein de ce sucre peuvent être reliées soit par une liaison 1,4, c'est-à-dire alpha 1,4, soit alpha 1,6. Et quand on va les hydrolyser dans le corps, c'est-à-dire quand on va hydrolyser cet amidon et ce glycogène dans le corps, on va se retrouver donc avec 2 glucoses qui seront reliées soit par une liaison alpha 1,4, soit par une liaison alpha 1,6. Quand c'est une alpha 1,4, c'est le maltose. Et effectivement, ce maltose sera donc formé par l'union de 2 molécules de glucose en alpha 1,4. Et comme, regardez, on a dit, c'est donc le carbone numéro 4 qui va intervenir dans cette liaison osidique, et le carbone 1 ne va pas intervenir. Le OH du carbone, du carbone hémiacétalique ne va pas intervenir. C'est donc un sucre réducteur, parce que ce OH là est libre. Il va conserver son pouvoir réducteur. Ce maltose pourra être hydrolysé dans l'organisme. Rappelez-vous, quand on avait parlé de la liaison osidique, de ses propriétés, on avait dit qu'elle était stable dans un milieu alcalin et qu'elle pouvait quand même se rompre, soit par donc une hydrolyse acide, soit par une enzyme ou un enzyme. Dans le corps, on a l'enzyme du maltose, ça s'appelle la maltase. En général, les enzymes des disaccharides, on peut les nommer facilement. On prend tout simplement, au lieu de mettre ose dans la nomenclature du disaccharide, on va mettre ase à la place, maltase. Donc ça, c'est l'enzyme qui va se charger de l'hydrolyse du maltose. Là, on va voir sa structure un peu plus en détail. Vous voyez ça, on peut le nommer facilement ici. C'est déjà une liaison alpha. Parce que vous voyez que là, on est dans une anomérie alpha. C'est un déglucopyranosyle qui va être lié à un déglucopyranose. Et comme ils vont faire intervenir les OH liés au premier et au quatrième carbone, c'est donc un 4. Vous voyez que c'est assez facile quand on comprend. L'isomaltose, c'est tout simplement donc ces 2 résidus
résidus de glucose qui seront unis par une liaison alpha 1,6. Voilà, c'est de cette façon-là qu'il est représenté. Et c'est également un sucre réducteur. Vous pouvez le voir parce que le OH est libre, le OH anomérique. On passe maintenant au lactose. Le lactose, il est donc formé de glucose et de galactose. Alors ce glucose et ce galactose vont s'unir pour former le lactose. Et le lactose, vous voyez le mot lactose, il vous fait penser au lait. C'est effectivement parce que ce lactose, c'est le sucre qui sera présent dans le lait de tous les mammifères. C'est un diholoside, bien sûr, et il est réducteur. Donc le OH, son OH anomérique est libre, c'est-à-dire qu'il ne sera pas engagé dans la liaison osidique. Et cette liaison osidique va se faire entre l'hydroxyde du carbone numéro 1 et l'hydroxyde du carbone numéro 4. Et remarquez que là, il s'agit d'une liaison bêta. Alors tout à l'heure pour la nomenclature, on avait dit, j'avais fait simple, et je vous ai dit qu'on peut directement rajouter le osyle à la fin. C'est-à-dire que là, par exemple, si on devrait nommer donc, ces deux oses séparément, on aurait le bêta-D galactopyranose et le D-glucopyranose. On n'a pas précisé s'il s'agit d'un alpha ou d'un bêta. Bien. Et je vous ai dit directement, le premier, on va dire, comme il est engagé, c'est lui qui va être engagé, on va rajouter le suffixe -il. Donc là, on aura un galactopyranosyle. Bien. Ça, c'est correct, mais il y a une autre façon de le faire. On peut rajouter osido. À la place d'osido, à la place d'osyle, on peut mettre osido. Donc là, je pourrais également appeler cette molécule le bêta-D galactopyranosido 1,4-D glucopyranose. Osido, c'est intéressant de l'utiliser parce qu'en fait, alors, à votre avis, pourquoi ce suffixe, on l'utilise pour le premier ose et pas pour le deuxième? Normalement, vous avez la réponse. C'est tout simplement parce que le premier, il va engager son OH anomérique, tout simplement. Et là, on n'a pas de OH anomérique, donc on va le laisser comme ça. Maintenant, question. Si là, on avait un engagement du OH anomérique, bien sûr, on ne va plus parler de lactose dans ce cas, mais imaginons que là, on avait donc une liaison osidique qui allait faire engager le OH anomérique. Et bien dans ce cas, on va rajouter, on va pas mettre ose à la fin, on va plutôt rajouter le suffixe oside. D'accord? Donc on peut mettre oside dans les deux, mais là, le premier OH, comme c'est lui qui va lier en fait les deux molécules, c'est lui le plus important. D'accord? C'est parce qu'il sera lié au premier glucide. On va toujours ajouter le O, donc on va mettre soit osido, soit ici, on va rajouter le il. Ce osido, le O ici et le il, c'est pour symboliser le groupement alkyle. C'est-à-dire qu'il va faire une liaison, tout simplement. C'est juste pour montrer qu'il est responsable de la liaison. C'est tout. Et on a dit qu'il était présent dans le lait de tous les mammifères, c'est ça? Il serait intéressant de noter qu'il va représenter 45% des sucres du lait de vache et 70% des sucres du lait de la femme, ce qui est quand même assez important. Son hydrolyse va se faire par la galactosidase pour libérer le glucose et le galactose. Alors, petite remarque concernant les enzymes. Alors, vous remarquez, tout à l'heure, j'ai dit, dans un disaccharide, si on veut le couper en deux, on va juste prendre, par exemple, le nom du disaccharide, ici le lactose, et au lieu de mettre ose à la fin, on va mettre ase, le lactase. Enfin, la lactase, l'enzyme. Et bien, ici, c'est possible, on peut parler de lactase. Mais en fait, on a deux nomenclatures possibles pour les enzymes. On peut soit les nommer en fonction de leur première ose, le premier, là. Par exemple, ici, c'est un bêta-galactose. Une enzyme nommée la bêta-galactosidase pourra couper ce diholoside. Bêta-galactosidase ou isomaltase, bêta-galactosidase ou lactase, c'est exactement la même chose. Maintenant, si je vous dis si on suit la même logique, je pourrais vous dire alpha-galactosidase. Ici, dans le cas de l'isomaltose, je peux parler également, au lieu de dire isomaltase, je dirais alpha-glucosidase. Oui, c'est correct. Sauf que quand on parle d'alpha-glucosidase, vous remarquez que
même ici, même dans le maltose, j'ai un alpha-glucoside. Une alpha-glucosidase peut faire l'affaire. Même quand on va partir dans le saccharose, une alpha-glucosidase peut également faire l'affaire. Donc c'est pas toujours précis d'utiliser cette nomenclature et donc on lui préfère la nomenclature un peu plus précise qui concerne directement qui va se baser directement sur la nomenclature du disaccharide en lui-même. Maintenant, on va passer au saccharose. Alors le saccharose, c'est un sucre non réducteur. Ça veut dire quoi, non réducteur? Ça veut dire que les deux OH anomériques seront engagés. C'est-à-dire qu'on aura le OH lié au premier carbone dans le glucose avec le deuxième carbone du fructose. Parce que le fructose, c'est un cétose, c'est pas un aldose. Ce saccharose, bien sûr, il est très répandu dans les végétaux, dans la betterave, et c'est le sucre de table. Le saccharose, l'enzyme qui va couper le saccharose, on peut l'appeler saccharase ou sucrase, c'est correct. Mais on peut également l'appeler alpha-glucosidase, puisque le premier rose, c'est un glucose. Et cette fois-ci, on peut également la nommer en fonction de son deuxième ose, qui est le bêta-fructose. Et là, regardez-moi cette structure du saccharose. Déjà, vous remarquez qu'en en première position, on a le glucose et en deuxième, on a le fructose. Dans tous ces disaccharides, nous avions parlé de glucose. Le glucose, il est toujours placé en première position dans tous les saccharides, sauf pour celui-là, qui est le lactose, il est placé en deuxième position. Ça, c'est une remarque. Et je vous conseille de bien retenir ces nomenclatures, la nomenclature des différents oses, parce qu'elle peut tomber en QCM. Et donc ici, on revient à notre structure, on va un peu l'expliquer. Alors là, vous voyez, on a déjà un alpha-D glucose. C'est plus précisément un alpha-D glucopyranose. Et là, on a un bêta-D fructose. Vous voyez, le OH, il est par là. Et le carbone distal, les deux en haut, dans la même direction. Et ça, c'est plus précisément un bêta-D fructofuranose, parce qu'on a 5 côtés. Alors ici, pour nommer toute cette molécule, tout le disaccharide, ou pour être plus précis, pour mieux respecter la nomenclature, on va dire diholoside. On va donc mettre ici la nomenclature du premier ose, on l'appelle l'alpha-D-glucopyranose, et comme il sera responsable de la liaison en fait, on va dire, c'est-à-dire c'est le premier ose qui va se charger de la liaison osidique, on va lui rajouter le suffixe -il. 1, 2, symbolisant les deux carbones qui sont attachés aux hydroxyles qui vont participer à la liaison. Bêta-D, fructofuranoside. Oside parce qu'effectivement, il fait engager son OH anomérique. Il engage son OH anomérique, vous l'avez compris. Maintenant, je voulais juste vous faire une petite remarque. Quand deux oses vont se lier entre eux, pour former une liaison osidique, ils vont consommer une molécule d'eau. Et quand ils vont se séparer, eh bien, logiquement, il y aura émission d'une molécule d'eau. C'est tout. Maintenant, nous allons parler des polyosides. Donc, nous avons fini de parler de ça. Regardez, on a parlé donc des oligosides. Et on s'est intéressé plus particulièrement aux disaccharides. Maintenant, nous allons parler des polyolosides ou des polyosides. C'est la même chose. On a dit qu'ils sont de deux types. On a les polyosides ou polyolosides homogènes. Donc homogènes, ils seront constitués d'un seul type d'ose. Et hétérogènes, ils seront constitués de différents types d'oses ou de différents monomères, ou de différentes unités monomériques. Voilà. Dans le cas, donc dans les polyosides homogènes, en général, alors ce sont soit des polyosides de réserve, soit des polyosides de structure. Des polyosides de réserve, c'est simple. Chez l'homme, par exemple, le glucose sera stocké sous forme de glycogène. Donc plusieurs molécules de glucose vont se rassembler entre elles et vont donner du glycogène. L'équivalent du glycogène chez les végétaux, c'est l'amidon. Donc on a les polyosides de réserve et on a aussi les polyosides de structure, ce sont par exemple la cellulose.
La cellulose, c'est en fait ce polyoside qui va se retrouver dans les cellules du bois, par exemple. Il sera responsable en fait de la solidité du bois. Et voilà, donc il va participer à la structure. On va commencer donc par l'amidon. On va parler de la structure de l'amidon. L'amidon, c'est donc la forme de mise en réserve glucidique chez les végétaux. Ça, on l'a compris. Et il va comporter deux types de polymères de glucose, qu'on va appeler soit l'amylose, soit l'amylopectine. Déjà, pour retenir, vous remarquez que l'amylose, c'est un petit pourcentage et c'est un petit mot. Donc amylose, c'est, disons, le type de polymère le moins fréquent, le moins abondant. Et l'amylopectine, c'est grand et c'est justement le polymère le plus abondant. Donc, cet amidon, c'est en fait le mélange de l'amylose et de l'amylopectine, de deux types de polymères de glucose. Ce sont des polymères homogènes, parce que c'est les mêmes. L'amylose, c'est tout simplement des molécules donc de glucose qui seront unies entre elles par des liaisons alpha 1,4. D'accord ? Et donc il est simple, il est non ramifié. Vous voyez que c'est une structure linéaire, comme ça, c'est pas ramifié. Alors que l'amylopectine, eh bien on aura des glucoses qui seront reliés par des liaisons alpha 1,4, mais on aura des ramifications alpha 1,6. Et là, ça vous rappelle sans doute donc, le maltose et l'isomaltose. On peut dire que finalement, l'amylose, c'est tout simplement le maltose, le motif glucidique donc de maltose, qui va se répéter, alors que dans l'amylopectine, on a à la fois donc, le maltose et des branchements, pour permettre des ramifications, des branchements alpha 1,6. Et ces branchements alpha 1,6 vont intervenir après chaque 24 à 30 résidus glucidiques. C'est tout. C'est donc ça l'amidon. C'est un mélange d'amylose et d'amylopectine. L'amylose, c'est linéaire, uniquement faite de liaisons alpha 1,4, alors que dans l'amylopectine, qui est la plus importante, c'est le polymère le plus abondant dans l'amidon, il sera fait donc de liaisons alpha 1,4 et de ramifications alpha 1,6. Et au final, ils vont avoir... là, donc l'amylose, il a une structure linéaire, alors que l'amylopectine, comme on a plusieurs ramifications, il aura comme une structure donc arborescente. Et là, vous vous demandez sans doute, vous pouvez vous demander, est-ce que ces os auront une extrémité réductrice ? Eh bien, ils auront un seul et un unique OH anomérique libre. Donc il va exister, donc une seule extrémité qui va le comporter. Mais cette extrémité, elle ne va pas exprimer son pouvoir réducteur parce que la molécule est très grande. Donc oui, il y a un seul OH hémiacétalique libre, mais la molécule ne va pas exprimer donc, son pouvoir réducteur. Il n'y a pas de... Donc la caractéristique réductrice des sucres, parce que la molécule est très grande. Maintenant, nous allons parler du glycogène. Le glycogène, c'est donc la forme de stockage chez les cellules animales. Elle sera formée des sous-unités alpha 1,4 et elle sera ramifiée par des liaisons alpha 1,6, tout comme l'amylopectine. Sauf que, ici, regardez, les ramifications vont survenir chaque 8 à 12 résidus. Alors que là, on avait dit que c'était de 24 à 30 résidus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que ce glycogène, ça va être comme de l'amylopectine, la même structure arborescente, mais elle sera plus compacte, elle sera plus condensée. Parce que chaque 8 à 12 résidus, on aura une ramification. Et vous voyez que c'est plus compact, c'est plus raccroché comme ça. Voilà. Alors nous passons maintenant au dernier exemple de polyoside homogène qui est la cellulose. Cette cellulose, c'est donc un polyoside homogène qui va participer à la structure. Il a un rôle essentiellement structural. Il est linéaire. Déjà, c'est un polyoside linéaire. Il n'y a pas de ramification. Et il est très important chez les végétaux. Il sera responsable de 50% du carbone végétal. Et il aura pour rôle donc la solidification. C'est-à-dire il va donner une structure plus dense aux cellules du bois plus précisément. Et donc il va
Et cette cellulose, ce n'est autre que le glucose. Mais un nombre très important de glucose, vous voyez un N supérieur à 10 000. Et puis ces glucoses seront reliés par une liaison bêta 1,4. Une liaison bêta 1,4 entre les glucides. Cette liaison, elle n'est pas hydrolysée dans le corps humain. On ne peut pas l'hydrolyser parce qu'on n'a pas l'enzyme nécessaire pour son hydrolyse, qui est la bêta-glucosidase ou la cellulase. On ne peut pas l'hydrolyser, ce qui fait que lors de la digestion, quand on consomme de la cellulose, elle n'est pas dégradée et au final, elle va former ce qu'on appelle des fibres. Les fibres alimentaires, la cellulose en est un exemple, ils vont faciliter la digestion. Voilà, donc on a fini avec les polyosides homogènes. Nous allons maintenant passer aux polyosides hétérogènes. Alors, l'exemple pour les polyosides hétérogènes qu'on va aborder, c'est celui des GAG ou des MPS. GAG pour glucosaminoglycane et MPS pour mucopolysaccharides. Ce sont des synonymes, c'est des noms qui font un peu peur, mais c'est assez simple, regardez. Pour commencer, ce sont des hétéropolysaccharides. Des hétéropolysaccharides, ça veut dire tout simplement des polyosides hétérogènes. Ce sont de longues chaînes linéaires. Ces longues chaînes linéaires vont comporter plusieurs groupements anioniques. On va les décrire, vous inquiétez pas. Donc, c'est une longue chaîne linéaire polyanionique très hydrophile. Donc elle est très hydrophile, c'est bon. Comment va-t-elle se former? Comment vont-elles se former ces GAG? Enfin, comment vont-ils se former? Ces GAG, glycosaminoglycane ou mucopolysaccharides, c'est des synonymes. Ces GAG vont résulter de la condensation d'un nombre élevé d'unités disaccharidiques répétitives. Ça veut dire tout simplement qu'on aura donc des disaccharides qui vont se répéter. Bien. De quoi sont formés ces disaccharides? Eh bien, le premier élément qui va composer ces disaccharides, le premier rose, c'est soit un glucose ou un galactose, qui seront liés par leur OH hémiacétalique. D'accord? Le OH anomérique, avec quoi? Avec un amine qui sera lui-même lié à un acétyl. En acétyl, c'est ce que je vais représenter maintenant. C'est O comme ça. C'est ça un acétyl. D'accord? Ça, c'est un acétyl. Donc, par son OH, il sera lié à un amine qui sera lui-même lié à un acétyl. Ça, c'est ce qu'on appelle un N-glucosamine. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle, je répète, ça, c'est ce qu'on appelle un N. Je vous montre écrit, c'est plus clair. Un N-acétylglucosamine ou un N-acétylgalactosamine. Donc si c'est un glucose, c'est voilà. Si c'est un galactose, c'est ici. N, pourquoi? Parce que la liaison osidique, vous voyez que c'est par le OH hémiacétalique, la liaison osidique, elle va se faire avec l'amine. Et c'est un amine qui sera lié à un acétyl. C'est donc un N-acétyl. Et comme donc c'est un amine, on a également rajouté le suffixe amine. C'est tout simplement cette molécule que vous voyez ici, N-acétylglucosamine ou N-acétylgalactosamine. Celui-ci, ce premier rose, sera lié à un acide uronique. Un acide uronique, on en a parlé dans les propriétés physiques et chimiques, si vous en rappelez. Eh bien, c'est tout simplement un ose qui va subir la transformation de son carbonyle en acide carboxylique. Voilà, comme ça. Donc, et l'acide carboxylique, il est caractéristique, c'est un acide, il est caractéristique de la fonction acide. Donc là, en général, on a un acide glucuronique. C'est-à-dire que cette ose qui va subir cette transformation, c'est un glucose. C'est tout simplement ça, des GAG. Et donc les GAG, on aura cette structure qui va se répéter. Et en plus de ça, l'un des deux oses va porter le groupement sulfate. Le groupement sulfate, donc il sera porté soit par celui-là, soit par celui-là. Et comme on a un groupement sulfate et un acide, eh bien, on aura une très grande acidité. L'acide, bien sûr, il sera porté par l'acide glucuronique. On a dit ça. Donc, on aura une très grande acidité. Et les deux, c'est-à-dire le sulfate et l'acide, en solution, c'est des anions. Ils ne seront pas sous cette forme. Par exemple, le CO,
le COOH, il sera présent sous la forme de CO-. D'accord ? Et donc on va pas rentrer dans ces détails de chimie, mais vous avez compris que c'est acide, que là on est dans le cas de... On est dans les gags qui vont faire intervenir soit... Donc, alors je vais vous montrer l'image, c'est plus parlant. Alors vous voyez, ici on a toujours les N-acétylgalactosamine ou le N-acétylglucosamine. Ici, on a l'exemple du N-acétylgalactosamine. Par là, c'est le N-acétylglucosamine. Vous n'êtes pas censé connaître ces structures, hein, c'est pas important. Là, je suis juste en train d'expliquer. Et d'un autre côté, on a dit, on a un autre acide glucuronique, on a un autre acide, c'est-à-dire l'autre composé, c'est un acide uronique, et c'est plus précisément l'acide glucuronique. En général, c'est l'acide glucuronique. Ici, on a l'acide glucuronique. Par là, on a l'acide glucuronique aussi. Là, on a l'exemple du galactose, mais c'est pas très important. La structure la plus importante à connaître, c'est certainement l'acide hyaluronique. Ça, donc vous retenez que l'acide hyaluronique, il va faire intervenir l'acide glucuronique et le N-acétylglucosamine. D'accord ? Et en fait, je vous explique, on a plusieurs types de gags. On a notamment, donc on a les gags de structure et les gags de sécrétion. Les gags de sécrétion, c'est ce que les cellules vont sécréter. Par exemple, l'héparine. L'héparine, il sera sécrété par les cellules dans le sang. Et dans le sang, il va empêcher la coagulation. Quand on a de l'héparine dans le sang, on n'a pas de coagulation. Et les gags de structure, ils vont tout simplement participer dans la structure. Et l'exemple le plus important qu'il faut retenir, c'est l'acide hyaluronique. Alors dans quelle structure va intervenir cet acide ? On va le voir ici. Il va intervenir dans la composition du liquide synovial. Le liquide synovial, c'est le liquide qu'on va retrouver dans les articulations. Alors, si je pose ici donc un os, un autre os ici, là vous avez le cartilage sur les os. Les deux extrémités distales des os seront reliées entre elles par une capsule. C'est ce qu'on appelle la capsule articulaire. Bref, vous allez voir tous ces détails en anato. Et à l'intérieur, on a un liquide qu'on appelle le liquide synovial. Ce liquide va permettre déjà la nutrition du cartilage et il aura surtout un rôle dans la réduction des frottements entre les deux extrémités des os. Et donc, il a un rôle de lubrifiant. On appelle ça un lubrifiant. Et en plus, alors ce liquide synovial, vous le connaissez, c'est en fait le liquide qui va contenir des fois des bulles de gaz comme ça. Et quand on éclate les articulations, comme ça par exemple, c'est ce que vous entendez. C'est en fait les bulles de gaz à l'intérieur du liquide synovial qui sont en train d'éclater. Ensuite, il est également présent dans l'humeur vitrée. L'humeur vitrée, c'est en fait, elle est retrouvée au niveau des yeux. Quand vous allez faire la structure des yeux, vous allez comprendre où elle est située exactement. Et il sera présent dans le cartilage et les tendons. Dans le cartilage et les tendons, il est également présent. Vous allez voir leur structure, donc ce cartilage et les tendons, en histologie, et vous allez voir qui sera beaucoup présent là-bas. Et en plus, cet acide hyaluronique, il sera présent dans la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire, c'est... alors, regardez, là on a un tissu. Donc ça, c'est un épithélium. C'est en fait le tissu qui va recouvrir en fait, la totalité de l'organisme, la totalité des organes à l'intérieur. Et cet épithélium, il n'est pas vascularisé. Les vaisseaux, pour lui faire passer, donc les vaisseaux pour lui faire passer la nutrition, doivent traverser cet espace-là qu'on appelle la matrice extracellulaire. Bien sûr, vous allez le faire en détail, pas en biochimie, en cyto, vous allez voir c'est quoi exactement. Et là, dans la matrice extracellulaire, on peut retrouver de l'acide hyaluronique. C'est intéressant d'en parler puisque cet acide hyaluronique, qui sera présent dans la matrice extracellulaire, il a la caractéristique, il a la propriété, on a dit, les GAG ce sont des molécules fortement hydrophiles. Et là, il pourra rassembler jusqu'à, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais beaucoup de molécules d'eau. Et ça, c'est intéressant pour l'hydratation de la peau. En fait, la peau est hydratée justement grâce à la présence de l'acide hyaluronique.
C'est pour ça qu'on le met dans les marques de beauté, qu'on l'intègre dans tous les cosmétiques. Vous prenez n'importe quelle crème, votre crème de nuit par exemple, vous allez voir dessus, dans les ingrédients, vous allez trouver l'acide hyaluronique. Parce que c'est important donc pour hydrater la peau. Il existe même des produits où ils le vendent seul. Parce qu'il a des propriétés d'hydratation assez importantes et assez intéressantes en beauté, bien sûr. Alors, entre parenthèses, oui, c'est important pour la beauté, mais c'est aussi très important d'hydrater la peau. Donc voilà. Bon, parenthèse fermée, on revient vers notre étude. Bref, donc là, on a parlé de tout ça. Je reviens, attention, j'arrive. Voilà, c'est bon. On a parlé de tout ça. Et là, il nous reste que ça, les hétérosides. Donc on a parlé des holosides, on a dit on a les oligosides de 2 à 10 monomères. On s'est intéressé particulièrement aux disaccharides. Les disaccharides, on a donné des exemples de disaccharides, on les a nommés, on a dit à quoi ils servent dans le corps. Les polyosides, on a donné l'exemple des polyosides homogènes qui ont un rôle de structure et de réserve. La structure, on a la cellulose, la réserve, on a le glycogène chez les mammifères et l'amidon chez les végétaux. Et là, on vient de parler des polyosides hétérogènes qui sont les GAG ou les mucopolysaccharides. Et là, enfin, on va passer aux hétérosides, c'est-à-dire ces osides qui vont contenir à la fois une partie glucidique et une partie non glucidique dans leur structure. Alors, les hétérosides, c'est le résultat de la combinaison d'une ou de plusieurs molécules d'ose avec une partie non glucidique. Cette partie non glucidique, on va l'appeler soit aglycone ou génine. En général, cette liaison va se faire au niveau de la fonction hémiacétalique. Très bien. L'aglycone, alors cette partie non glucidique ou génine, elle peut être de nature lipidique, protéique ou une base azotée, c'est-à-dire des acides nucléiques. Ça tombe bien, alors ça c'est des biomolécules que vous allez étudier tout au long de l'année. Donc là on est en train de parler des glucides, d'accord ? Ce glucide, il peut être lié soit à des lipides, soit à des protéines. Protéines normalement c'est le chapitre qui vient après les glucides. Et une base azotée, c'est-à-dire les acides nucléiques, ADN, ARN, etc., etc. Et en fonction de l'aglycone, puisque là on a dit c'est la fonction hémiacétalique qui va intervenir dans la liaison, on peut les classifier en O hétéroside, S hétéroside et N hétéroside. Alors vous l'avez deviné, O c'est par la condensation avec un groupement alcoolique ou phénolique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette présence de OH. Les S hétérosides, c'est par la condensation avec un groupement thiol. Et les N hétérosides, enfin, c'est avec la condensation avec un groupement aminé. Ça, c'est assez simple, je pense. Donc là, on va parler des hétérosides, d'abord avec les protéines, ensuite avec les lipides et enfin avec les bases. Alors, les glucides avec les protéines, ils peuvent nous former 3 choses, 3 composés. Les protéoglycanes, les glycoprotéines et les protéines glyquées. Cool. Alors, c'est quoi la différence entre les 3 ? C'est très simple, regardez. Dans les protéoglycanes, vous entendez les GAG, les glycosaminoglycanes. Et effectivement, ce sont des GAG qui vont être associés à des glucides. Alors, remarquez-le bien, là on a protéoglycanes et là c'est glycoprotéines. Et c'est toujours la partie qui vient à la fin, ici glycanes, ici protéines, qui est la plus importante. Dans les protéoglycanes, on a surtout des glucides. Dans les glycoprotéines, on a surtout des protéines. Ces protéoglycanes, qui sont formés donc des GAG associés à une protéine, on va les retrouver surtout dans la matrice extracellulaire. D'accord ? Voilà, c'est tout. Je vous ai dit c'est quoi la matrice extracellulaire. C'est en gros, c'est la partie qui sera... Alors vous allez le voir en détail en histologie, je ne vais pas rentrer dans ça, mais en tout cas ça va être situé sous un épithélium. Elle va entre autres servir à la nutrition des épithéliums. Voilà. Dans les glycoprotéines, c'est tout simplement des protéines sur lesquelles on va greffer des chaînes glucidiques. Alors, quand on va former une protéine, alors voilà notre cellule, on décide de former une protéine, cette protéine sera adressée vers certains compartiments tissus cellulaires, que je ne vais pas citer, qui vont se charger d'une modification de leur structure. C'est-à-dire
qu'à l'intérieur, donc ils vont rentrer à l'intérieur de ce compartiment, on va les modifier un petit peu, ensuite les émettre en dehors de la cellule. C'est comme ça que ça se passe. Et à l'intérieur, on appelle ça des modifications post-traductionnelles. Et à l'intérieur de ce compartiment, on peut par exemple, pour modifier cette protéine, lui rajouter des petites chaînes glucidiques pour former des glycoprotéines. Et en général, toutes les protéines de l'organisme vont subir des modifications de la sorte. C'est-à-dire toutes les protéines de l'organisme, elles auront des petites chaînes glucidiques qui seront greffées dessus. La seule protéine dans l'organisme qui est faite uniquement d'acides aminés, c'est ce qu'on appelle l'albumine. L'albumine, là encore, je ne vais pas parler parce que l'albumine, ça va se répéter dans d'autres cours. En fait, elle a plein de rôles dans l'organisme, cette albumine. Elle a par exemple un rôle dans le transport des acides gras, un rôle dans le transport de certaines hormones, elle va participer dans la pression oncotique. Enfin bref, en tout cas, c'est la protéine la plus abondante du sang et elle ne va pas contenir dans sa structure des glucides. Et enfin, on a les protéines glyquées. Alors, petite remarque, ici, là, alors, pour avoir des protéoglycanes et des glycoprotéines, on fait toujours intervenir des enzymes. Et là, on n'a pas d'enzymes. Ça, c'est très intéressant, regardez. Les protéines glyquées, c'est des os qui vont se fixer sur une protéine. Mais pourquoi vont-ils se fixer sur une protéine? Eh bien, c'est quand on a un excès de glucides dans le sang, et on ne va pas trouver où le mettre, il pourra se fixer sur les globules rouges. Il pourra participer à leur formation. Et là, vous pouvez comprendre pourquoi cette protéine glyquée, elle est très intéressante pour connaître la glycémie d'une personne diabétique. En fait, si on mesure la glycémie, d'accord, la glycémie momentanée, on va juste avoir comment on appelle ça, on va avoir la concentration du glucose dans le sang à un instant T. Là maintenant, je vais calculer ma glycémie, je l'aurai. Mais comment pourrais-je juger de la glycémie sur une longue durée, relativement longue, sur une durée assez importante? Eh bien, c'est justement en voyant la protéine glyquée. Si on voit que les protéines glyquées sont très importantes, ça veut dire que pendant une certaine période, il y a eu beaucoup de glucose dans le sang et qui s'est finalement fixé sur l'hémoglobine parce qu'il n'a pas trouvé où partir. Et donc là, ça nous permet un peu de juger de la glycémie de l'individu. Voilà, c'est plus pratique et c'est plus précis surtout. Alors là, on a plein de rôles. On propose donc là certains rôles biologiques, à la fois des fractions glucidiques et des glycoprotéines. En parlant de fractions glucidiques, on est vraiment en train de parler de la portion là des glucides dans une protéine. À quoi vont-ils servir? Eh bien, ils auront plusieurs rôles. Alors ça, normalement, c'est pas très important à apprendre, d'accord? Vous allez, quand vous allez un peu avancer dans votre année, dans votre cursus, vous allez voir que ça va devenir évident, parce que vous allez voir dans des modules différents, chacun va traiter d'une propriété particulière. Mais en tout cas, donc elles vont participer dans la reconnaissance spécifique par d'autres protéines, comme les lectines. Bon, les lectines, c'est tout simplement certaines protéines végétales, d'accord? Mais en tout cas, les glucides, ils sont assez intéressants pour la reconnaissance cellulaire. Si j'ai une cellule ici et une autre ici, elles devraient se reconnaître soit dans une réaction immunitaire, soit pour la signalisation cellulaire, dans différents contextes. Eh bien, elles vont se reconnaître donc grâce à des motifs glucidiques. Ça, c'est des glucides qui vont permettre l'interaction. Elle intervient dans l'interaction cellule-cellule. Vous voyez ça? Donc pour le contact, le transfert d'informations, c'est un peu ce qu'on vient d'expliquer. Elles peuvent influencer le repliement des protéines. Ici, dans les modifications post-traductionnelles. Ici, on avait au départ une protéine qui était assez droite, d'accord? Enfin, plus ou moins. C'est-à-dire que même les protéines, à l'intérieur, quand il n'y a pas de glucides, elles peuvent se plier. On peut avoir certains acides aminés qui vont modifier leur forme. Mais quand on rajoute ces groupements glucidiques, eh bien, ils vont encore influencer la forme. Par exemple, là, elle est un peu, vous la voyez, elle est un peu donc pliée comme ça. Eh bien, les glucides pourraient participer à son repliement, à sa forme structurale en 3D.
Il participe également à la protection des protéines contre les protéases. Et ça, je vais vous dire, je vais donner un exemple concret. Dans l'estomac, on a dans la paroi, vous savez que à l'intérieur de l'estomac, on a plein d'enzymes. C'est très acide pour permettre la digestion, etc. Et vous comprenez qu'il faut protéger les cellules de la paroi gastrique de l'action de ces enzymes. Alors on va d'abord les protéger par un mucus, d'accord? Un mucus, il va s'étaler sur ces cellules. Et en plus, ces cellules vont par exemple présenter plein de glucides comme ça sur leur tête. On appelle ça le glycocalyx, pour se protéger justement contre l'action des protéases. Ça, c'est un peu une version vulgarisée de ce qui se passe réellement dans le corps, mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est pas le principal souci de ce cours. D'accord? J'essaie de simplifier au maximum et vous allez, quand il sera temps d'aborder ces détails, vous allez les faire. Enfin, il sera également responsable de la spécificité des groupes sanguins. Dans les globules rouges, donc on sait qu'on a les groupes A, B, O et AB. Et les groupes A, B, ils sont caractérisés par la présence de certains motifs sur le globule rouge. Et bien ces motifs, c'est justement des glucides. Ensuite, donc là on a parlé du rôle des fractions glucidiques dans une glycoprotéine. Et là on va donner des exemples de glycoprotéines. On a les hormones. Les hormones, on a de plusieurs types dans le corps. Et pas mal de ces hormones sont des hormones de type glycoprotéines. Par exemple la LH, la FSH, les glycoprotéines du plasma. On a des glycoprotéines dans le plasma. On a les glycoprotéines du blanc d'œuf. Ça peut venir dans un QCM, j'ai déjà vu. C'est assez connu. L'ovalbumine, c'est les glycoprotéines du blanc d'œuf. Ça existe également dans les glycoprotéines végétales, qu'on appelle également les lectines. Et même dans les globules rouges, au niveau des globules rouges, les glycoprotéines auront essentiellement pour rôle de déterminer les groupes sanguins. Ils sont responsables de la spécificité des groupes sanguins. Nous allons maintenant passer aux glycolipides. Les glycolipides, c'est tout simplement des glucides qui seront reliés à des lipides. Et là, on a les glycosamines. Ça, c'est dans le cas des bases nucléiques. Ici, on a donné l'exemple de l'adénosine. L'adénosine, c'est une base nucléique qu'on appelle l'adénine, qui sera liée à un ribose pour former un nucléoside. Toute seule, c'est une base azotée. Quand on la relie à un ose, ça va devenir un nucléoside. Et on peut éventuellement la relier à des phosphates. Là, ça va devenir un nucléotide. Voilà, je ne vais pas détailler ce point parce qu'il sera abordé en détail dans le cours concernant les acides nucléiques. Et voilà, c'est enfin fini. J'espère que ça vous a servi, que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous souhaite un très bon courage.